Dans le monde brutal de la boxe, où les poings parlent plus fort que les mots, un homme s'est forgé une légende en terrassant ses adversaires avec une férocité inégalée. Mike Tyson, l'enfant terrible de Brooklyn, a bâti sa carrière sur la destruction, mais sa colère la plus profonde n'a jamais été dirigée contre un rival du ring. À 58 ans, en 2025, il brise enfin le silence et nomme celui qu'il n'a jamais pardonné, George Foreman. Ses mots sont tranchants, pleins d'amertume. Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait à Ali. Ces paroles, prononcées avec une intensité qui rappelle ses jours de gloire, rouvrent une plaie vieille de décennies. Que s'est-il passé à Kinshasa, au Zaïre, en 1974, pour allumer une rancune aussi tenace? Pour comprendre, il faut remonter aux racines de l'admiration de Tyson pour Muhammad Ali, un lien si profond qu'il a façonné sa vie, sa carrière, et jusqu'à son âme. C'est l'histoire d'une loyauté héroïque, d'une trahison perçue, et d'une rédemption qui a changé deux hommes à jamais. Imaginez Brooklyn dans les années 1970. Des rues grises, saturées par l'odeur du bitume et la tension des gangs. C'est là que grandit un jeune Mike Tyson, un garçon frêle, malmené par la pauvreté et les railleries. À Brownsville, où les points règlent les différends, Tyson trouve refuge dans un vieux téléviseur en noir et blanc. À l'écran, un homme défie le monde, Muhammad Ali. Sa grâce sur le ring, son djihad rapide comme l'éclair, son sourire provocateur, tout en lui fascine le jeune Mike. Ali n'est pas qu'un boxeur. Il est un titan, un homme qui défie l'injustice raciale, qui refuse la conscription pour le Vietnam, qui sacrifie son titre mondial pour ses convictions. Pour Tyson, cerné par un monde qui le rejette, Ali est un phare, un homme que rien ne peut briser. Cette admiration devient personnelle un jour où Tyson, encore adolescent, rencontre son idole. Ali, déjà marqué par les premiers signes de Parkinson, pose sur lui un regard intense. Sa voix tremble, mais ses mots frappent comme un uppercut. C'est toi qui seras le prochain. C'est toi qui feras revivre la boxe. Ces paroles s'ancrent dans l'esprit de Tyson comme une mission sacrée. Il ne se battra pas seulement pour lui-même, mais pour honorer l'homme qui lui a donné un but. Cus D'Amato, son entraîneur et figure paternelle, renforce ce lien. Dans une salle de boxe miteuse de Catskill, Cus fait de Tyson un étudiant d'Ali. Il lui montre des cassettes usées de ses combats, lui apprend à imiter son jeu de jambes, ses esquives, sa guerre psychologique. Mais surtout, Cus lui transmet l'essence d'Ali, sa résilience, son refus de plier face à l'adversité. Tyson dévore ses leçons, les fait siennes, jusqu'à ce que la boxe devienne plus qu'un sport, une quête pour venger son héros. Le lien entre Tyson et Ali dépasse le ring. Il est intime, tissé d'appels téléphoniques après les combats, de bénédictions échangées, de moments où Tyson, encore jeune champion, cherche l'approbation de son mentor. En 1988, ce lien atteint son apogée. Tyson, alors champion poids lourd incontesté, affronte Larry Holmes, l'homme qui, en 1980, avait humilié un Ali affaibli par la maladie. Tyson, adolescent à l'époque, avait regardé ce combat, le cœur brisé, jurant à Ali. « Quand je serai grand, je m'occuperai de Holmes pour toi. » 8 ans plus tard, dans un vestiaire saturé de tension, Ali rend visite à Tyson avant le combat. Il murmure « Venge-moi ». Tyson, galvanisé, monte sur le ring et démolit Holmes au 4e round, offrant à son idole une victoire symbolique. Ce n'est pas qu'un KO, c'est un serment tenu, un cadeau à l'homme qui l'a inspiré. Ali a façonné Tyson au-delà des cordes. Il lui a appris la masculinité, l'honneur, l'identité. Ali est le plus grand, pas seulement pour la boxe, mais pour ce qu'il représentait, dira Tyson. Il était magnifique, courageux. Quand Ali s'éteint en 2016, Tyson porte son cercueil, un geste chargé d'émotion. Leur lien transcende les générations. Rashida Ali, la fille de Muhammad, considère Tyson comme un ami de la famille, une inspiration pour ses propres fils, Biagio et Nico, boxeurs professionnels. Tyson n'est pas seulement un disciple d'Ali, il est l'héritier vivant de son esprit. Mais une ombre plane sur cette histoire. Le Rumble in the Jungle, le 30 octobre 1974, à Kinshasa. Ce combat légendaire oppose Ali à George Foreman, un colosse de 25 ans, invaincu, qui a écrasé 40 adversaires, dont Joe Frazier en 2 rounds. Le monde entier regarde, 1 milliard de spectateurs suspendus à l'écran. Ali, 32 ans, semble condamné face à la puissance brute de Foreman. Pourtant, dans une arène vibrante de cris, Ali bomait. Il déjoue les pronostics. Utilisant sa stratégie du Europadop, il s'appuie sur les cordes, encaisse les coups de Foreman jusqu'à l'épuiser, puis frappe au 8e round. Une combinaison précise envoie Foreman au tapis. Ali redevient champion du monde, devant un public en liesse. Pour Tyson, alors enfant à Brooklyn, ce combat est plus qu'un exploit, c'est une révélation. Mais ce n'est pas la victoire qui le marque. C'est l'attitude de Foreman. Avant le combat, Foreman ridiculise Ali, le traite de « fini », de « trop vieux ». Il ne tiendra pas 3 rounds, fanfaronne-t-il.
Tyson, même adolescent, est révolté. Pour lui, manquer de respect à Ali, c'est trahir une légende. Pire encore, après sa défaite, Foreman refuse d'admettre le génie d'Ali. Il évoque une nourriture trafiquée, des cordes desserrées, un arbitrage truqué, des excuses jamais prouvées. Pour Tyson, c'est de la lâcheté. Il aurait dû dire « J'ai été battu par un meilleur homme », déclara-t-il plus tard. C'est ce qu'un vrai combattant ferait. Tyson méprise aussi le style de Foreman. Là où Ali dansait, esquivait, jouait avec l'esprit de ses adversaires, Foreman n'était qu'un marteau, un punisseur sans finesse. À Kinshasa, il reste distant, froid, face à un Ali qui charme la foule zaïroise, marchant parmi eux, porté par leurs cris. Pour Tyson, Ali est un artiste, un symbole de résistance culturelle. Foreman n'est qu'une machine sans âme. Cette rancune s'enracine profondément. Des années plus tard, voyant Ali trembler sous l'effet de Parkinson, Tyson ravive sa colère d'enfant. Ali a tout sacrifié, dira-t-il. Et Foreman n'a pas su lui rendre justice. C'est honteux. Le Rumble n'était pas qu'un combat. C'était un événement planétaire, un symbole de race, de politique, d'identité. Ali, l'outsider rebelle, incarnait l'espoir. Foreman, le favori, représentait le pouvoir brut. Tyson admire Ali pour son humanité, sa capacité à transcender la boxe. Foreman, à ses yeux, symbolise l'arrogance du pouvoir sans humilité. Mais Foreman change. Après sa défaite de 1974, il sombre dans la dépression, se retire du ring. En 1977, après une perte contre Jimmy Young, il vit une expérience de mort imminente dans un vestiaire, un moment qui le transforme. Il devient prédicateur, vend ses biens, embrasse une vie d'humilité et de foi. À la surprise générale, Ali, connu pour sa bravade mais aussi pour sa compassion, tend la main à Foreman. Lors d'un appel mémorable, Ali le complimente pendant 20 minutes, lui demande en plaisantant de battre Ken Norton pour lui. Ce geste ouvre une porte. Les deux hommes se rapprochent, discutent de foi, de famille, de la vie. Ali, musulman, et Foreman, chrétien, trouvent un terrain d'entente dans leur quête de sens. Des années plus tard, Foreman admet ses torts. Je regrette comment j'ai traité Ali avant notre combat. Il m'a donné une leçon d'humilité. Ali, sans rancune, lui répond. Big George, tu étais l'un de mes adversaires les plus coriaces. Leur amitié s'épanouit. Foreman rend visite à Ali, ajuste son col lors d'une rencontre émouvante, lui murmure. Mec, tu es magnifique. En 1996, au JO d'Atlanta, quand Ali, tremblant, allume la flamme olympique, Foreman pleure. Ali a rendu Parkinson beau, dira-t-il, admirant sa dignité. Leur lien, né de la rivalité, devient une fraternité scellée par le respect. Tyson, lui, reste hanté par 1974. Mais Foreman, apprenant sa rancune, répond avec cœur. J'aime Mike Tyson. C'est l'un des plus grands. S'il est fâché, je veux m'asseoir avec lui et lui dire qu'Ali a changé ma vie. Mike, la colère ne t'apportera pas la paix. Ces mots touchent Tyson. Réalisant qu'Ali a pardonné à Foreman, il confesse. Si Ali a pu pardonner, qui suis-je pour ne pas le faire? Je détestais Foreman, mais maintenant, je l'admire. Tyson, après ses propres chutes aux prisons, faillite, addiction, trouve la rédemption dans le pardon, comme Foreman avant lui. Le combat entre Tyson et Foreman n'a jamais eu lieu. En 1990, il frôle l'affrontement à Las Vegas, mais les négociations échouent. Tyson, malgré son image des « hommes le plus méchant de la planète », craignait Foreman, selon certains. Cus D'Amato l'avait mis en garde contre les cogneurs comme lui. Foreman, de son côté, avoue, à Tyson était un cauchemar. Je ne voulais pas l'affronter. Quand Tyson chute face à Buster Douglas en 1990, puis est incarcéré, le rêve s'évanouit. Foreman, à 45 ans, redevient champion en 1994, puis se retire. Le combat reste un fantasme, mais leur réconciliation, discrète et sincère, vaut plus que n'importe quel chaos. Le 8 mars 2025, George Foreman s'éteint à 76 ans. Tyson, ému, écrit sur X. Condoléances à la famille de George Foreman. Sa contribution à la boxe et au-delà ne sera jamais oubliée. Avec 2 photos d'eux ensemble, cet hommage scelle une paix durement gagnée. Pensez-vous que Tyson a fait le bon choix en pardonnant? Les rivalités devraient-elles se résoudre ainsi? Partagez vos pensées en commentaire, aimez, et abonnez-vous pour d'autres histoires de légendes de la boxe.